Bref de plaisanterie. Madame, Madame Sabrina Lenormand-Caillère, à vous la parole et merci de m'avoir invité. C'est moi qui vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Pour ma part, j'aborderai les limites de l'instrumentalisation du patrimoine en droit fiscal. Alors, instrumentaliser. Le mot est fort. Selon le dictionnaire, l'instrumentalisation est le résultat de réduire quelqu'un ou un bien au rôle d'instrument, de le manipuler. Si l'on s'en tient donc à une conception matérielle, le bien est alors considéré sous un angle utilitaire. Ainsi, si on en revient à l'instrumentalisation du patrimoine, cela reviendra à faire usage de ce dernier à des fins particulières. Envisagé classiquement comme un ensemble de biens et d'obligations d'une même personne, le patrimoine demeure d'appréciation classique en droit français et il est étroitement lié à la personnalité juridique puisqu'il en constitue même son reflet. Ces dernières années, une tendance est quand même dessinée en droit positif et en jurisprudence afin de limiter les effets de la théorie classique du patrimoine, notamment pour permettre à un entrepreneur de limiter les risques liés à son activité professionnelle. Cette évolution s'est tout d'abord traduite par le recours à la fiction juridique de la personnalité morale. Véritable robot selon Ripper, la technique sociétaire est un instrument très efficace afin de limiter les droits des créanciers sur le patrimoine professionnel. Plus récemment, la fiducie, mais également l'EIRL, ont permis de créer des véritables patrimoines d'affectation, mais sans avoir recours à la personnalité juridique. En matière fiscale, l'instrumentalisation du patrimoine prend un sens un peu particulier, puisqu'il s'agit d'user de stratégies ayant pour finalité de diminuer, voire pour les plus adroits, de supprimer la charge fiscale du contribuable. Parfois, la stratégie jusqu'au boutiste est telle qu'elle révèle de la fraude fiscale pénalement répréhensible, en ce qu'elle permet purement et simplement de dissimuler un bien imposable, le faisant ainsi échapper aux obligations fiscales légales. Pour autant, il existe des techniques permettant de se soustraire à l'impôt sans que celle-ci ne heurte de front la législation fiscale. Et comme l'expliquait Frédéric Douay lors de son intervention, dans la plupart des cas, cet exercice consistant pour un contribuable à diminuer sa charge fiscale ne souffre pas de contestation. Il relève de la simple habileté, voire même de la saine gestion patrimoniale. En effet, il n'a jamais été dit que face à deux solutions, on est obligé de payer le plus d'impôts possible. Dans son éloge même de l'habileté fiscale, Kosian rappelait que, à juste titre, payer des impôts, c'est même un devoir, c'est une honorable obligation, mais vouloir payer le plus d'impôts possible, ça relève souvent de la sainteté et de l'héroïsme, mais on s'éloigne quand même du bon père de famille, de la bonne gestion, ou de la gestion raisonnable, devrais-je dire maintenant, depuis quelques jours. S'ajoute à cela une certaine liberté de gestion, laquelle constitue vraiment un principe fondamental qui est protégé en tant que tel en droit interne et en droit communautaire. Aucun devoir patriotique, donc, ou civique, d'augmenter ses impôts n'existe. Les contribuables conservent donc un choix de la voie la moins imposée. Corrélativement, les professionnels ont une obligation de conseil en la matière. Et si ceux-ci ne doivent pas détourner le contribuable de la légalité, ils ne doivent pas non plus lui suggérer de payer un maximum d'impôts, ce d'autant plus en présence d'une option fiscalement avantageuse. Toutefois, d'aucuns auraient observé que règne actuellement une insécurité fiscale certaine, fruit d'un contexte budgétaire des plus difficiles. Ainsi, les professionnels se trouvent de plus en plus soumis à des obligations qui, pour certaines, sont autant de choses trappes de responsabilité. On constate aujourd'hui une véritable chasse aux sorcières, une lutte contre la fraude fiscale et le risque d'évasion fiscale qui apparaissent aujourd'hui comme des objectifs à valeur constitutionnelle. Pourtant, cette frontière entre l'habileté fiscale et l'optimisation fiscale, et d'autre part, cette frontière entre la fraude et l'évasion fiscale reste difficile à établir. La ligne distinguant
l'acceptable de l'inacceptable, le légal de l'illégal, voire le moral de l'immoral est de moins en moins clair. La sécurité fiscale est ainsi de plus en plus sacrifiée sur l'autel budgétaire. Ainsi, le législateur tente de limiter en amont les effets de l'instrumentalisation du patrimoine à des fins fiscales. Si cela n'est pas suffisant, l'administration fiscale dispose en aval de moyens lui permettant de sanctionner a posteriori les opérations ainsi réalisées. Ainsi, commençons tout d'abord par la limitation en amont des effets de l'instrumentalisation du patrimoine. Plusieurs techniques existent permettant de limiter ou de réduire à néant l'instrumentalisation du patrimoine. D'une part, on peut voir dans la loi certains régimes de neutralité fiscale. D'autre part, la loi permet également d'encadrer ou de réduire à néant le recours à des montages patrimoniaux. Tout d'abord, le recours à la neutralité fiscale. Si de prime abord, la neutralité fiscale fait partie de ces mots rassurants et sympathiques, elle prépare souvent quand même un mauvais coup. Pourquoi ? Dans un sens large, la neutralité fiscale a vocation à rendre l'impôt sans influence sur le choix des opérateurs. En d'autres termes, leurs décisions doivent exclusivement procéder d'une rationalité économique. En l'absence de conformité entre une réalité juridique et une réalité économique, la neutralité fiscale peut constituer un élément clé de l'opération envisagée. Ainsi, par exemple, si on prend les opérations de transfert temporaire de valeurs mobilières, telles par exemple fiducie, les prêts, les rachats, la neutralité fiscale permet d'éviter d'avoir une taxation d'une double mutation, c'est-à-dire de l'aller et du retour. Sous des apparences bénéfiques, la neutralité fiscale a également pour effet d'effacer les conséquences économiques de l'opération. Toutefois, elle reste souvent imparfaite. Pourquoi ? Parce qu'elle manque de cohérence. Bien souvent, on va se rattacher les règles fiscales aux règles juridiques, mais on peut constater quand même, sous certains contrats, une certaine discordance entre les deux. Plus encore, ça peut exposer le contribuable à une insécurité juridique certaine. Celle-ci résulte notamment de la déchéance du régime de neutralité fiscale dans l'hypothèse où les conditions en cours de l'opération ne seraient plus réunies. D'autre part, la neutralité fiscale apparaît surtout pour le législateur comme une arme pour lutter contre des dérives fiscales des opérations permettant une instrumentalisation du patrimoine. Derrière cet objectif de neutralité se cache en effet une dérive regrettable, celle d'une méfiance exacerbée du législateur. Par exemple, si on prend l'exemple de la fiducie, on a une démesure de la sanction civile et fiscale de la fiducie-libéralité. Cette méfiance se traduit également par l'encadrement légal des schémas d'optimisation fiscale. Le législateur a en effet tenté de limiter l'instrumentalisation, ou plutôt dire l'optimisation du patrimoine à des fins fiscales, en réglementant certains montages patrimoniaux. La loi est alors apparue comme une arme redoutable pour mettre fin à des stratégies patrimoniales détournant l'esprit de la loi, cela en rétablissant la réalité économique de l'opération. Si des limites législatives ont bien été adoptées, d'autres, au contraire, sont restées en suspens. Certains encadrements législatifs ont abouti, d'autres, donc, sont restés un peu dans le placard. Si on prend tout d'abord l'apport-cession, celui-ci a abouti. Alors, qu'est-ce que l'apport-cession ? Il procède en deux étapes. Dans une première étape, une personne physique va apporter des titres sociaux à une société qui relève de l'IS. À ce titre, elle va bénéficier de ce qu'on appelle un sursis d'imposition ou un report de la plus-value sur les titres apportés. Dans un second temps, la société qui a bénéficié de l'apport va céder les titres apportés et si la valeur de l'apport est identique au prix de vente, dans ce cas-là, on ne pourra plus constater de plus-value. La jurisprudence en la matière était foisonnante. Lors de plusieurs arrêts, on a construit une jurisprudence permettant de limiter
ou plutôt de conditionner la validité des montages d'apport-cession. Mais ce n'était pas forcément suffisant pour le législateur, et lors de la loi de finances rectificative pour 2012, le législateur a légalisé la position adoptée par le Conseil d'État, mais en la durcissant. Il exclut ainsi du mécanisme du sursis d'imposition les plus-values d'apport de titres à des sociétés contrôlées par l'apporteur. Il a ainsi mis fin de plein droit au report lorsque les conditions exigées par le texte s'avèrent ne plus être remplies. Désormais, il n'est plus obligatoire de remettre en cause le montage sur le fondement de l'abus de droit. On peut prendre un autre exemple qui a abouti et qui est encore plus récent, c'est la technique de la cession d'usufruit temporaire. Ici, cette réforme elle est d'importance parce qu'elle vise à décourager le contribuable de recourir à des stratégies fiscales fondées sur l'impôt sur le revenu. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce montage, il visait tout simplement à optimiser la gestion d'un patrimoine immobilier privé ou professionnel, et le propriétaire d'un bien productif de revenus en cédait l'usufruit temporairement à une société IS et contrôlée par le contribuable. Ce schéma permettait de convertir un flux de revenus en une plus-value, souvent qui était beaucoup plus avantageuse. Ce montage a été validé à plusieurs reprises par le Conseil d'État, en raison notamment de son caractère discrétionnaire, du choix entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Et il a fallu donc l'intervention expresse du législateur afin de décourager de recourir à ce type de schéma. Aujourd'hui, on a un nouveau texte donc, qui restreint notamment l'importance de ce schéma. D'autre part, il y a certains encadrements de schémas d'optimisation fiscale qui n'ont pas abouti. On peut prendre par exemple l'exemple de la donation avant cession, où des professionnels légitimement conseillent il vaut mieux de donner avant de céder. Pareil, ça permet d'avoir une purge des plus-values. Néanmoins, encore faut-il, on voit que l'encadrement des schémas d'optimisation fiscale est une arme redoutable permettant de limiter l'instrumentalisation du patrimoine. Néanmoins, l'administration fiscale dispose d'une autre arme, c'est l'article L64 du LPF, c'est-à-dire la procédure de l'abus de droit. Si aujourd'hui elle est assez favorable aux contribuables, on envisage quand même depuis quelque temps de la modifier. En tout cas, c'est dans l'air du temps. Donc, nous allons voir donc, dans un second temps la limitation en aval des effets de l'instrumentalisation du patrimoine. En aval, l'administration fiscale dispose donc d'une procédure exceptionnelle, celle de l'abus de droit, et la loi a également tout récemment renforcé les sanctions pouvant être prononcées. Alors tout d'abord, la procédure de l'abus de droit. L'administration fiscale dispose donc a posteriori d'une arme redoutable qui figure à l'article L64 du LPF, permettant de sanctionner les abus de droit pour fictivité ou pour se inspirer pour un but exclusivement fiscal. À ce jour, les montages patrimoniaux demeurent protégés par la définition actuelle de l'article L64 du LPF et de l'interprétation qu'en fait le Conseil d'État. Par contre, on a constaté quand même une évolution dans un arrêt important du 17 juillet 2013 qui a exigé qu'on procède à une comparaison entre l'avantage économique de l'avantage fiscal retiré par le contribuable de l'opération attaquée et l'avantage fiscal. Donc il y a bien une comparaison entre cet avantage économique et l'avantage fiscal. Ainsi, c'est seulement si l'administration fiscale rapporte la preuve que l'avantage fiscal est prépondérant par rapport à l'avantage économique que le contribuable sera considéré comme ayant agi dans un but exclusivement fiscal. Dans le prolongement de cette décision, en tout cas fortement inspirée, certains parlementaires ont voulu aller plus loin et remplacer ce but exclusivement fiscal par le but essentiellement fiscal. Alors, vous allez me dire, c'est un changement de mot. Non, ce n'est pas anodin. L'insécurité fiscale en résultant aurait été patente, puisque dans ce cas, toute opération dans lesquelles coexistent des objectifs familiaux et fiscaux aurait pu être sujette à la théorie de l'abus de droit.
Ainsi, si une telle position avait été adoptée, les conseillers professionnels auraient été amenés à quantifier l'importance de la fiscalité dans la décision prise, c'est-à-dire de sonder les reins et les cœurs des clients. En cas de manquement, ils auraient engagé leur responsabilité, tant sur le plan civil, au cas où ils n'auraient pas suffisamment prévenu leurs clients, mais également sur le plan pénal, dans l'hypothèse où l'administration fiscale s'aviserait d'engager des poursuites pour fraude fiscale en y associant le professionnel pour complicité. Ce changement constituait donc une porte ouverte à une remise en cause systématique par l'administration de tout schéma patrimonial pour des actes passés par des contribuables, et ce même lorsqu'ils sont de bonne foi. Fort heureusement, le Conseil constitutionnel est intervenu, laissant le but exclusivement fiscal. Et le motif est on ne peut plus clair. Le Conseil constitutionnel rappelle que tout contribuable peut légitimement être amené à chercher à minorer la charge fiscale de ses clients, sans que pour autant cette démarche soit constitutive d'un abus de droit. Il n'en reste pas moins que les praticiens doivent faire montre d'une particulière vigilance. Fort heureusement, le Conseil constitutionnel a annulé également la mesure comme étant contraire à la liberté d'entreprendre, visant à introduire, à compter du 1er janvier 2015, une déclaration préalable de tout schéma d'optimisation fiscale. Les conseils au sens large, notaires, avocats, conseillers en gestion du patrimoine, étaient alors particulièrement visés puisque un défaut de déclaration était sanctionné pénalement par une amende égale à 5% du montant des revenus tirés de la commercialisation de ces schémas. En conséquence, prodiguer des conseils en gestion patrimoniale devient vraiment une activité de plus en plus risquée et sujette à un changement législatif, notamment au regard de l'inflation législative actuelle. Ainsi, mesdames et messieurs les praticiens, il faut prodiguer, mais en étant quand même bien couvert par les assurances. Le renforcement ensuite des modes de contrôle et des sanctions. Poussée à l'extrême, l'instrumentalisation du patrimoine peut aboutir à des cas de fraude. La loi du 6 décembre 2013, dite loi relative à la lutte contre la fraude et la grande délinquance économique, a aggravé les sanctions fiscales en créant notamment cette notion de fraude fiscale aggravée. Le législateur a également renforcé les moyens de contrôle et de recouvrement de l'impôt par le recours notamment aux fichiers d'information permettant une traque efficace des délinquants fiscaux. En tant que telle, la loi nouvelle ne modifie pas les peines applicables pour la fraude fiscale commune. En revanche, elle étend substantiellement les circonstances aggravantes et durcit parallèlement les sanctions. Alors, l'instrumentalisation du patrimoine en droit fiscal, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et j'attire vraiment l'attention de tous les professionnels. Il faut de plus en plus faire attention, notamment lorsque vous faites des schémas d'optimisation fiscale, à justifier derrière l'opération. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Ne voilà pas rassurés du tout. Mais enfin, non. Vos exposés se sont vraiment parfaitement complétés et c'était très, très intéressant et très instructif.